Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et comme tous les jeudis, c'est Paroles de jeunes. Le débat avec de jeunes responsables politiques et associatifs. On passe en revue l'actualité de la semaine avec d'abord le retournement de situation sur le fameux CETA, l'accord de libre-échange qui est en bonne voie. Alors quelles conséquences concrètes pour nous? Au menu également les questions d'autorité et de respect. Au-delà des moyens, ce sont les exigences de la police sur le terrain. Enfin, au lendemain du centenaire de la naissance de François Mitterrand, quelles sont les figures historiques et politiques qui marquent les jeunes? Eh bien, sur tous ces sujets, Paroles de jeunes tout à l'heure. C'est un duel à distance, des meetings croisés. Nicolas Sarkozy à Marseille, Alain Juppé à Toulon. L'occasion d'analyser pour nous ce soir les stratégies des deux candidats à la primaire de la droite et du centre. C'est le thème du match des idées qui opposera l'éditorialiste à Challenge Bruno Roger Petit à Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest et auteur du livre Alain Juppé, l'homme qui revient de loin. Enfin, l'entretien, mon invité a eu 1000 vies, ou presque. Il a été député RPR, conseiller de Jacques Chirac, secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin. Et puis il y a eu le foot aussi. Il a été président du Stade Rennais et aujourd'hui, Frédéric de Saint-Cernin troque tous ses costumes pour un gilet de baroudeur et d'humanitaire, surtout de retour d'Irak sur la ligne de front. C'est le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Le hashtag OVPL pour vos réactions et questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Dernière ligne droite dans la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Ce soir, les deux candidats Michel Rivasi et Yannick Jadot ont confronté leurs arguments pour le débat de l'entre-deux tours. Aujourd'hui, l'écologie politique ne m'apparaît pas en capacité de gagner l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas construire les victoires aux législatives, aux municipales, à l'élection présidentielle suivante. On ne peut pas aller à une élection en disant « je ne serai pas élu ». Moi, j'ai l'optimisme de la volonté. Chaque fois que j'ai fait une élection, et peut-être Yannick, il a toujours été élu sur des listes. Moi, franchement, quand j'ai été élu, que ce soit sur la ville de Valence ou au conseil départemental de la Drôme, au début, on me disait « mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, le canton, c'est à 75% UMP à l'époque ». Eh bien, j'ai gagné. En France... Les pelleteuses sont entrées en action à Calais. La destruction de la jungle va se poursuivre toute la semaine. 1500 mineurs ont été hébergés dans les containers du centre d'accueil provisoire. Une partie d'entre eux devait aujourd'hui quitter les lieux vers des centres de prise en charge spécifiques. Nous poursuivons les discussions avec les Britanniques. J'ai encore eu un contact avec mon homologue britannique tout à l'heure. J'en aurai un autre ce soir avec les préfets, de manière à créer les conditions d'une mise en protection rapide de ces mineurs et de l'accès à la Grande-Bretagne de ceux qui ont des liens familiaux avec la Grande-Bretagne. Mais ce matin, plusieurs dizaines de migrants se disant mineurs se sont présentés devant le hangar et ont trouvé porte close. Le hangar où se sont déroulées les opérations d'évacuation vers les centres d'accueil est désormais fermé. Grève. Le conflit à iTélé dépasse largement le cas de cette seule chaîne de télévision. Il s'agit de questions d'éthique, d'indépendance et de liberté. Ce conflit révèle aussi une forme de dérive dans la conception de ce que doit être une chaîne d'information. Ce n'est pas au gouvernement de dire si tel animateur a sa place dans une chaîne d'information, mais c'est en revanche au CSA de dire si iTélé respecte les termes de la convention qui fixe le format de la chaîne et en contrepartie desquels une fréquence hertzienne a été attribuée. Le CSA a été officiellement saisi et il a commencé l'instruction du dossier. Territoire. L'État va mettre plus de moyens pour les quartiers dits prioritaires. François Hollande l'a annoncé aujourd'hui au Forum des conseils citoyens à Paris. Le budget de l'Agence de rénovation urbaine va passer de 5 à 6 milliards d'euros pour la période 2017-2024. On a mis 5 milliards pour l'Agence de rénovation urbaine. Et aujourd'hui, on va rajouter encore 1 milliard de plus. Pourquoi faire? Pas simplement pour améliorer le bâti, mais pour qu'il y ait davantage pour les écoles, davantage pour les équipements culturels, davantage pour les lieux sportifs, davantage pour les lieux de médiation, davantage pour tout ce qui fait la vie dans les quartiers. Chômage.
Il y a 2 jours, lorsque les chiffres de septembre ont été publiés, le gouvernement a claironné que cette catégorie A avait vu le nombre d'inscrits baisser de 66 000. Si nous prenons un peu de distance dans le temps, de septembre 2015 à septembre 2016, le nombre d'inscrits en catégorie A, B et C progresse encore de 1%. Le nombre d'inscrits en catégorie D, notamment les formations, progresse de 16%. En catégorie E, les contrats aidés, le chiffre progresse de 6%. Vous voyez là, mes chers collègues, que c'est des signes d'une réalité qui n'est pas tout à fait celle que le gouvernement est en train de nous dépeindre. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'il puisse y avoir, effectivement, soit une publication mensuelle des chiffres du BIT, soit prendre l'habitude d'avoir une vraie lecture économique et sociale de ces chiffres, c'est-à-dire de les regarder en tendance et de les regarder de façon trimestrielle. C'est cela la réalité, c'est ce qui permettra de mesurer ou pas les effets d'une politique. Et en tout cas, s'agissant cette fois-ci non plus de la forme mais du fond, je me félicite, et vous-même je le crois, de l'amélioration des chiffres de la lutte contre le chômage dans notre pays. C'est une bonne nouvelle et je pense que chacun aura à l'esprit de s'en réjouir. Et comme tous les jeudis, à présent c'est l'heure de Parole de jeunes. Public Sénat donne la parole à celles et ceux qui veulent défendre leurs convictions, affûter leurs arguments, s'engager dans le débat public, politique et citoyen. Que vous soyez d'ailleurs militant politique ou citoyen engagé, vous êtes les bienvenus pour développer vos idées. Et ce soir, avec nos invités, on va passer en revue l'actualité qui a rythmé la semaine avec 3 thèmes au menu. D'abord, un retournement de situation après des jours de blocage et de psychodrame. Eh bien, l'accord de libre-échange, le CETA entre l'Union européenne et le Canada est en très bonne voie. La Wallonie va finalement dire oui, mais les inquiétudes des peuples sont-elles levées pour autant? On évoquera aussi le révélateur qu'a constitué cette énième crise pour l'Europe. Dans l'actualité, autre sujet, les suites de la colère des policiers au lendemain des annonces du gouvernement et plus précisément les questions sensibles de l'autorité et du respect. Comment de nouveau insuffler ces valeurs vis-à-vis des grands corps de l'État comme la police ou encore la justice? Enfin, au lendemain du centenaire de la naissance de François Mitterrand, que représente-t-il pour vous, pour une génération qui a 20 ans aujourd'hui, et plus largement, quelles sont les figures historiques et politiques qui vous inspirent? Et bien, sur tous ces sujets, je vous présente mes invités ce soir. Sandrine Bourg, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, responsable adjointe des Jeunes Les Républicains des Hauts-de-Seine. Face à vous, Gaëtan Dussaucé, bonsoir. Bonsoir. Directeur national du Front National de la Jeunesse. Yanis Maillon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous à Parole de Jeunes. Vous êtes le président des Jeunes Radicaux de Gauche. Et face à vous, Benjamin Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Étudiant à Sciences Po, vous êtes le présentateur de Yahoo Sciences Po TV, où vous interviewez des personnalités politiques de premier plan devant des amphis surchargés. Le plus souvent. Plein, le plus souvent. Très bien. Alors, le sujet d'actualité ce soir, c'est d'abord le retournement de situation. Madame, messieurs, la Wallonie va finalement dire oui au CETA. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, le rappel des faits de ce qui s'est passé avec Samia Dechir. Voilà, après de longues négociations, nous avons enfin trouvé un accord entre Belges. Un accord très attendu à Bruxelles. Depuis plusieurs jours, la signature du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, était bloquée. Bloquée par le veto des Wallons et d'autres régions belges. Ils craignaient notamment de fragiliser leur agriculture face à une concurrence accrue. Des garanties ont visiblement permis de lever ces craintes. Nous avons obtenu par exemple pour l'agriculture la protection de 42 de nos indications géographiques et une réforme du mécanisme de règlement des différends. Donc tout cela a permis que tous les États membres, y compris la Belgique, puissent maintenant donner leur approbation. Le veto de la Wallonie et de son ministre-président Paul Magnette était devenu un symbole de résistance au libéralisme. Pour Jean-Luc Mélenchon, la Belgique a baissé les bras. Il s'est exprimé sur Twitter. La Belgique a capitulé, les chars du libre-échange entrent dans Bruxelles. Cette Europe-là, ça suffit, on la change ou on la quitte. L'accord entre les Belges ouvre la voie à la signature du CETA, mais aucune nouvelle date n'a encore été annoncée après l'annulation du sommet prévu aujourd'hui à Bruxelles entre l'Union européenne et le Canada. Voilà, on s'est tous intéressés cette semaine à la Wallonie et à son ministre-président que vous avez vu dans ce sujet, Paul Magnette, qui a bloqué un temps la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. La situation s'est débloquée ce soir, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que cette situation d'entrave assez inédite vous a inspiré? Gaëtan Dussaucé d'abord.
Déjà, dans un premier temps, je ne pense pas qu'on puisse dire que la situation a été débloquée. Parce qu'en réalité, finalement, on a l'Union européenne, la Commission européenne, avec à sa tête M. Juncker et Martin Schulz, qui sont arrivés finalement avec un revolver pointé sur la tempe des Wallons en disant vous signez, vous acceptez ce traité, sinon vous allez avoir des sanctions, vous allez avoir des réprimandes très sévères. Donc déjà, moi, à mon sens, c'est pas un déblocage, c'est pas une issue de débat, c'est ce qu'on appelle du terrorisme intellectuel. Attends, on va s'arrêter sur ce point. Donc vous estimez que ce sont des intimidations très fortes, très puissantes, très virulentes. D'ailleurs, c'est pas la première fois. On avait eu la même chose en Grèce où la BCE avait décidé de couper finalement la possibilité aux Grecs de retirer de l'argent auprès de leurs banques. On avait eu également en Irlande, suite au référendum sur la Constitution européenne, où bien l'Union européenne a demandé à ce qu'on revote, on revote et on revote jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la bonne décision. On a eu la même chose avec le traité, pareil, sur la Constitution européenne. Qui a donc été selon vous, déni de démocratie. Complètement. Alors, il n'y a absolument rien de démocrate dans cette attitude. Il y a quelque chose de très frappant avec les souverainistes ou les eurosceptiques, c'est que pendant longtemps, alors là en l'occurrence Paul Magnette ou Alexis Tsipras sont les nouveaux héros de l'Europe insoumise qui refuse. Attendez. Tsipras a mis en place justement les cures d'austérité imposées. Pendant un temps, on a entendu Mélenchon dire Alexis Tsipras formidable, il résiste. Bon. Et une fois qu'ils acceptent de continuer la construction européenne, donc en l'occurrence Alexis Tsipras ou là Paul Magnette qui a dit finalement, parce que qu'est-ce que dit Paul Magnette? Paul Magnette dit pas on m'a mis un pistolet sur la tempe, il dit il y a eu des améliorations et maintenant ça va mieux. Donc qu'on ne dise pas que c'était du terrorisme intellectuel. La vérité c'est quoi? C'est que honnêtement le CETA c'est pas comme le TAFTA. C'est d'ailleurs pour ça que non, attendez, sur plein de sujets on va pas rentrer dans les détails. Si, allons-y justement, c'est là que ça devient intéressant. Non mais je pense que c'est pas l'objet du débat. Il y a eu des améliorations, Paul Magnette a dit ça va mieux. Donc à partir de là, on continue, on négocie, tous les parlements vont être consultés. Vous êtes d'accord avec ça? Les parlements vont être consultés? Oui, ça va être le cas. Alors, oui, mais d'accord. on ira plus loin pour savoir si le CETA est le cheval de Troie du TAFTA. Je termine juste là-dessus. C'est bien la preuve que l'Europe ne se fait pas contre les peuples, mais avec les peuples. Mais quand est-ce qu'ils ont décidé? Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord? On va faire le tour de table. Originellement, ce traité, il n'était pas du tout obligé d'être négocié avec les États. On aurait très bien pu le négocier au Parlement européen, comme ça se fait pour d'autres traités. D'ailleurs, là-dessus, je remercie François Hollande qui a absolument tenu à ce que ça soit négocié avec les États. Voilà, on n'aurait peut-être pas eu tout ça si ça ne s'était pas fait. Le constat, en tout cas, il est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle existe, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut la refonder, il faut la réinventer. Vous dites ça, Gaëtan Dussocé, il boit du petit lait, hein? Il boit du petit lait. Non, parce que moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'Europe, il faut détruire l'Europe. Je dis qu'il faut la reconstruire. Moi, je suis profondément européenne. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'Europe. La France ne peut pas exister sans l'Union européenne. Sans l'Union européenne, tout à fait, tu as raison. Je crois profondément en l'Union européenne. Il faut la reconstruire, il faut la réfléchir, mais on ne peut plus vivre sans. C'est intéressant d'écouter après vos visions pour savoir comment repenser tout cela. Yanis Maillon, on clôt ce premier tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation? Oui. En préambule, laissez-moi dire une petite chose. Moi, à titre personnel, mais mon organisation tout entière, on est des Européens fédéralistes, ne vous en déplaise, convaincus. Vous êtes le seul honnête à le dire, au moins, sans se donc c'est bien. Des Européens fédéralistes convaincus. En revanche, si le régime a des difficultés et est en crise, ce qui est le cas actuellement, on traverse une crise politique, il n'y a aucune raison de le changer. On peut refonder un contrat, on peut refaire un nouveau contrat européen entre tous les peuples et entre tous les citoyens. Et j'y viens. Par exemple, moi, si je trouve que la Ve République est en panne, je ne suis pas anti-France. C'est une erreur. Heureux, merci. Voilà. L'UE, c'est tout d'abord un objet. Elle a un objet politique, démocratique. Aujourd'hui, on peut le dire, l'Europe, elle est de droite. Voilà. L'Europe, aujourd'hui, elle pratique une politique... Vous voulez dire les institutions européennes sont marquées par une politique de Martin Schulz, c'est des gens de droite. J'aime pas trop ce terme, parce que dedans, il y a libéral, mais c'est une politique ultra-libérale, dogmatique. Et c'est un capitalisme qui est débridé. Alors, vous avez dit le mot important, je veux qu'on s'arrête là-dessus, vous avez dit libéral. Justement, Gaëtan Dussocé et Benjamin Duhamel, beaucoup dénoncent ce CETA, cet accord de libre-échange, comme étant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cheval de Troie du TAFTA. Est-ce que pour vous, les réticences de la Wallonie, c'était un non à une mondialisation libérale, justement, Gaëtan?
Mais oui, mais c'est même un non finalement au système qui est mis en place et qui fonctionne depuis des années, soit à travers le libre-échange à tout va, la mondialisation, etc., etc. Les Wallons ont été les seuls à pouvoir se prononcer véritablement de manière complètement démocratique. Parce que j'entends que sous prétexte que ce sont les parlements nationaux qui représentent les États membres dans ces négociations, du coup c'est démocratique. Ils sont élus démocratiquement, bah oui, il me semble. d'ailleurs, si on regarde... Attendez. D'ailleurs, le FN est très bien représenté au Parlement européen. Est-ce que je peux finir? Si on prend par exemple le cas du Parlement national français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Front national qui représente aujourd'hui et qui représentait même à l'époque 6 millions d'électeurs et aujourd'hui c'est même 8 millions d'électeurs, eh bien on se rend compte qu'il n'a que 2 députés. Comment voulez-vous que 30% des Français puissent être représentés au sein d'une Assemblée nationale alors qu'il n'y a que 2 députés? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une confusion, une très grande confusion, Benjamin Duhamel, des citoyens sur le libre-échange et le libéralisme? Par exemple, vous, quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes contre ce genre d'accord de libre-échange? On va rentrer dans les détails. Il y a l'agriculture, il y a d'autres domaines. Est-ce que c'est une source de crainte ou d'angoisse? Je pense qu'il faut être vigilant mais confiant. Vigilant pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a parfois des risques. Il y a eu un certain nombre de dérives et là-dessus, je rejoins mon camarade radical de gauche, des dérives trop libérales de l'Union européenne qui a effectivement cru que le dogme de la concurrence pouvait suffire à faire une construction politique. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir des vraies avancées. Je veux dire, quand on voit que le Canada va ouvrir ses marchés publics et va permettre à des entreprises françaises à l'export de se développer, c'est bien. Je pense juste, moi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et quand j'entends mon camarade de droite du Front National, il faut arrêter de toujours penser que ces accords-là vont être à notre détriment. Il faut avoir un peu confiance. C'est une négociation. Mais pourquoi les peuples n'ont pas confiance? Pourquoi les citoyens n'ont pas confiance? Pourquoi on le voit comme un objet? Oui, c'est vrai, un petit peu d'angoisse, de crainte pour nos agriculteurs, pour nos... Bien sûr, mais parce qu'il y a des craintes. C'est pas assez expliqué, c'est la pédagogie encore. Alors, c'est pas assez expliqué. Il y a un vrai sujet. C'est vrai que notamment le TAFTA a été négocié dans la plus totale opacité. Ça, il faut changer, mais ça ne change pas la valeur de ces traités. Et enfin, j'ajoute un point. Vous dites pourquoi? Mais tout simplement parce que ça fait 30 ans que les responsables politiques sur l'Union européenne n'arrêtent pas de dire dès qu'il y a un problème, c'est la faute de l'Europe, qui dénonce le cheval de Troie. Or là, le CETA est un bon exemple d'un traité qui, selon moi, est équilibré et fera avancer les choses. Je suis d'accord, et c'est vrai que si on réfléchit un peu, si on se penche un peu sur ce qui est écrit dans cet accord, pour la France, c'était plutôt positif, et notamment pour les PME. Alors, il me semble que c'était dans le textile et dans l'industrie pharmaceutique, on a pas mal d'accords avec le Canada, et où ça aurait été très bon, où c'est très bon pour les PME, les appellations contrôlées pour nos agriculteurs, parce que vous parlez des agriculteurs, c'est important. Juste une petite remarque, comment on peut dire que c'est quelque chose de bénéfique quand même pour la France quand ce traité va permettre notamment à des grandes multinationales de l'agroalimentaire de traîner des États, de traîner des pays. Mais pas que, parce que c'est multinational. Mais c'est tout à fait inexact. Sur ce point, dans les décisions nationales, c'est une ingérence sur ce point. Ils n'ont pas besoin de ce genre de traité. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Une réaction, puis je vous laisse réagir. C'est citoyen lambda qui vous dit le Canada va ouvrir ses marchés publics à des appels d'offres privés, donc disparition des services publics. C'est l'une des craintes qui est évoquée. Et c'est inexact parce que dans le traité est précisé justement que les services publics doivent être protégés. Et c'est justement une des spécificités par rapport au TAFTA. Et je réponds aussi sur les tribunaux arbitraux. C'est inexact, il y a eu une vraie évolution. Les tribunaux arbitraux seront composés de juristes qui ne bougeront pas, qui seront choisis par les États membres. Attendez, mais par la suite, sont indépendants qui ne bougeront pas. Aucune transparence et aucune visibilité sur ce qu'ils vont faire et les décisions qu'ils vont prendre. Moi, de toute manière, à partir du moment où il y a un tribunal non élu qui va émettre un jugement pour ingérer finalement dans les décisions prises et dans la politique menée au sein des États, pour moi déjà c'est une aberration, ça ne devrait même pas exister. L'idée ne devrait pas exister. Quel est votre avis? On l'a vu tout au long de ce processus, on a parlé de la Wallonie, mais il y a eu une société civile en Espagne et en Grèce qui s'est un petit peu levée contre cet accord de libre-échange et les peuples s'agacent en fait de ne pas être suffisamment associés, même s'il est vrai que les parlements sont consultés. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un manque d'information, de pédagogie, d'explication, alors que ce sont des domaines qui touchent à notre quotidien? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais juste revenir sur un élément. Je vous ai parlé d'ultralibéral. Je vous ai dit que j'aimais pas ce mot parce qu'il est utilisé de manière impropre. Moi, je suis social-libéral. Je crois en la gauche des libertés, profondément. Je crois en l'équité. Et en l'occurrence, l'Union européenne aujourd'hui, le contrat qui est mis en place au niveau de l'Union européenne, voilà, ce n'est pas ma vision politique des choses. Je vous parlais d'objets politiques tout à l'heure. Moi, je pense qu'on a le CETA, on a le TAFTA, on a le TISA. Ces accords, c'est des accords qui sont commerciaux. On dépossède finalement les citoyens et d'une manière générale l'Union européenne et l'objet politique de l'Union européenne de sa souveraineté démocratique. Je le crois profondément. Donc ça revient à la question sur la dépossession. Je pense à une chose, c'est qu'on a une députée européenne qui s'appelle Virginie Rozière qui a signé une tribune en ce sens, une députée européenne PRG.
Voilà, comme ça vous l'avez cité. Oui, et tout donc à fait, bien sûr, mais parce que c'est important de le rappeler, puisque aujourd'hui, ces accords sont, je pense, on parlait d'opacité tout à l'heure. Moi, ces accords, ils me posent réellement question. Je crois qu'on est d'accord sur le manque de transparence, etc., et que ça révèle quand même une profonde crise de l'Europe. Je voudrais qu'on passe à notre second sujet ce soir. Autre sujet qui est dans l'actualité, c'est les suites de la colère des policiers au lendemain des annonces du gouvernement. Et plus précisément, on va aborder les questions sensibles de l'autorité et du respect. Comment de nouveau insuffler ces valeurs aujourd'hui? Et je vous propose d'abord d'écouter les propos de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur la notion d'ordre et d'autorité. C'était cet après-midi aux questions d'actualité au Sénat. Nous souffrons aujourd'hui d'être dans une société dans laquelle la notion de respect au fil des années et depuis longtemps s'est progressivement effacée. Le respect que l'on doit à celui qui porte l'uniforme et qui incarne le droit, le respect que l'on doit au maître d'école, le respect que l'on doit aussi à ses aînés. Il faut remettre cette notion au cœur de la société. Alors, il y a la question des moyens, Sandrine Bourg, dont on a beaucoup parlé, et puis il y a la question de l'autorité, du respect de l'uniforme. Les forces de l'ordre se plaignent d'une autorité de plus en plus bafouée. C'est beaucoup plus difficile à restaurer que des moyens. Est-ce que pour vous, c'est le défi le plus important? Est-ce qu'ils ont raison d'insister sur ces valeurs-là? Alors déjà, évidemment qu'ils ont raison, et moi je voulais dire à quel point je suis profondément solidaire de ce qu'il se passe aujourd'hui. Je trouve que les policiers méritent notre respect, méritent qu'on respecte ce qu'ils font. Ils se donnent au quotidien pour assurer notre sécurité, parfois dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures qui soient. Et donc, ils ont tout à fait raison de réclamer le respect qu'ils méritent. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a quelques mois, quand c'était les attentats, les policiers étaient applaudis. On avait des images formidables. Et j'ai l'impression que tout le monde a oublié ce qu'ils ont fait pour nous, ce qu'ils font pour nous au quotidien. Et que ce soit les citoyens, mais peut-être même l'État. Moi, je suis absolument scandalisée que François Hollande n'ait pas reçu les policiers, n'ait pas reçu les syndicats, que Manuel Valls... Il les a reçus, il les a reçus. Il l'a fait. Il les a reçus. Non, il les a reçus. Il les a reçus. C'est vrai que les annonces ont été faites par Bernard Cazeneuve. Il a mis du temps à les recevoir avec Manuel Valls. Mais vous savez que les policiers parlent également du bilan du précédent quinquennat avec la droite au pouvoir. Bon, je peux pas dire le contraire. 13 000 postes en moins. Je suis d'accord sur le fait que le précédent quinquennat a supprimé des effectifs policiers. Alors la justification, c'est que c'était un temps de crise et qu'on avait qu'on avait moins de moyens. Je pense que c'était un mauvais choix. Notre sécurité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la crise. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le candidat que je soutiens à la primaire, qui est Bruno Le Maire, demande une augmentation des effectifs policiers. Alors un décryptage, Benjamin Duhamel. Le Front National surfe ou profite en tous les cas de cette forte demande d'autorité. Un grand pourcentage de policiers ont l'intention de voter pour Marine Le Pen en 2017, selon la dernière vague de l'étude du Cevipof. Comment vous interprétez cela et comment répondre aujourd'hui à cette lame de fond? On parle d'un pourcentage équivalent à 50-51%. Près d'un policier sur deux, oui. Écoutez, il y a effectivement une crise d'autorité. Alors après, il ne faut pas la généraliser. Je pense que objectivement, le gouvernement a bien réagi. Que contrairement, c'est vrai qu'on a souvent associé la gauche au laxisme. Honnêtement, force est de constater que sur les créations de postes, sur le fait que la gauche donne des moyens aux forces de l'ordre pour mieux marcher, les choses sont là. Après, je pense, et c'est pour ça que je complète ce que je dis sur la gauche, je pense qu'il y a chez un certain nombre d'organisations, on se souvient de l'affiche de la CGT qui était absolument honteuse, qui associait les matraques à du sang. On entend parfois des slogans absolument consternants, CRS, SS, un bon flic est un flic mort. Tout ça est absolument nul et honnêtement, c'est juste la preuve qu'il y a une forme de surmoi marxiste, anti-État d'une certaine gauche. Et honnêtement, moi j'ai envie de dire à ces gens-là qu'ils aillent un peu voir ce qu'est un État policier dans l'histoire ou dans d'autres pays et qu'ils se rendent compte que franchement en France ça marche bien. Après voilà, il faut leur donner les moyens, il faut surtout leur donner de la considération. Voilà, et oui, mais c'est ça, le plus dur, on va en parler. Mais Yanis Maillon, est-ce que c'est un petit peu l'échec de tous les autres partis que de voir que ces policiers sont aujourd'hui proches? Il y a une véritable proximité. Je vais vous donner la parole sur ce sujet, Gaëtan Dussocé, avec le Front National. C'est une réalité, sans aller jusqu'à voir la patte du FN dans les manifestations. C'est une évidence qu'ils étaient en colère. Mais est-ce que cette proximité idéologique, c'est le fruit de vos échecs? Écoutez, alors, pas le vôtre. Je sais bien, on aura le temps de parler de votre bilan dans 20 ans. Mais... Peut-être, on verra. Toujours est-il que moi, voilà, j'ai à titre personnel, et je pense comme je parle au nom de mon organisation, j'ai un profond respect pour ces policiers. Ils sont courageux. Ils protègent notre bien commun qui est la République. Et voilà, je pense que tu l'as bien fait. 13 000 postes supprimés en moins. Ça, c'est surtout l'échec de la droite, en fait. Et c'est la gauche qui agit.
La gauche agit à la dernière minute. 250 millions. 6 000 postes déjà créés, 3 000 qu'ils seront jusqu'à 2017, 9 000 postes au total. Exactement. La gauche agit depuis 2012. Gaëtan Dussaucet. Bon. Vous récoltez, j'allais dire, presque sans rien faire pour le moment. Cette colère, vous êtes un réceptacle aujourd'hui. Oui, d'accord, mais c'est pas une joie parce que je préférerais que les policiers puissent exercer leur métier en toute tranquillité et sérénité plutôt que d'être qu'ils soient aujourd'hui contraints de manifester indépendamment des syndicats qui ne les représentent plus dans la rue avec des initiatives citoyennes pour se faire entendre parce que malheureusement depuis trop longtemps ils ont été complètement oubliés et abandonnés. Moi ce que je constate, en effet il y a plusieurs choses. D'abord, le bilan de la droite qui les a désarmés, a supprimé des effectifs, 12 000, 13 000. Il ne faut pas oublier non plus les 50 000 effectifs dans l'armée et ainsi également les 1000 douaniers. On dit finalement c'est la gauche qui agit. Mais pas du tout, parce que la gauche, en effet, quand on l'accuse de laxisme, les moyens n'ont pas été donnés. Non, c'est parce que là où la droite finalement supprime les effectifs, eh bien la gauche fait preuve de laxisme, elle cette fois-ci au niveau de la justice, parce que le policier est là en effet pour appliquer et faire en sorte que la loi soit respectée, donc il est là pour attraper finalement le délinquant, mais ensuite il y a un jugement qui est rendu. Attends, Gaëtan Dussaucet, quand le gouvernement ouvre une réflexion sur le statut de légitime défense des policiers, qui est je crois une idée ancienne au Front National, vous l'accusez de laxisme. Qui a été présentée par notre député Gilbert Collard. Il ouvre une réflexion. Il a été refusé par le Parti Socialiste et l'UMP d'ailleurs. Mais qui est aujourd'hui sur la table. Qui est aujourd'hui, oui, comme la déchéance de nationalité avait été sur la table et François Hollande a reculé. Donc on sait tous que la gauche et la droite au pouvoir ont supprimé des effectifs, ont fait de la justice une justice absolument laxiste. D'ailleurs, ils le mettent sur leur pancarte, ce serait peut-être bien qu'on le lise. Voilà, maintenant le grand changement, ce sera évidemment l'année prochaine et eux au moins l'ont compris. Benjamin. Alors déjà sur la légitime défense, c'est pas qu'une réflexion. Hein. Le statut de légitime défense a déjà été réformé en juin 2016 pour qu'il soit plus souple. Donc ça déjà, rien à voir avec les déchets. C'est pas suffisant. Si les policiers sont encore dans la rue, c'est pas suffisant. Non. Honnêtement, aujourd'hui, le droit... Le statut a été assoupli. Le statut a été assoupli. Aujourd'hui, le droit... Mais c'est pas suffisant selon les policiers dans la rue. Il y a rien. Certains demandent ça. Honnêtement, aujourd'hui, le droit fait que dans la plupart des situations, les policiers peuvent faire usage de la force. Ensuite, honnêtement, le laxisme de... Bah écoutez. Non, c'est complètement faux. Entre ce qu'il y a dans le texte de loi et l'application de la réalité où un policier n'ose pas aller dans certains quartiers, n'ose pas se défendre parce qu'il sait pertinemment qu'il va tout se prendre ensuite sur sa propre vie, sur son quotidien, c'est absolument faux dans l'application. Vous avez en tête un policier qui a été condamné pour usage de la force alors qu'il n'aurait pas dû le faire? Vous avez en tête une affaire? Je me souviens des lynchages médiatiques et politiques, par exemple, quand on avait des policiers qui essayaient de se défendre contre tous les milices d'extrême gauche qui étaient mobilisés lors des manifestations de loi travail, qui étaient absolument pointés du doigt, avec notamment l'affiche de la CGT dont on a parlé, etc., où il y avait un lynchage médiatique contre eux. Et parfois des policiers qui étaient contraints. C'était également la même chose avec le cas tragique de Rémi Fraisse, il faut s'en souvenir, par rapport à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où c'est toujours le policier qui devient victime. Il y a quand même un point de crispation par rapport à la justice, ça c'est une réalité. On a eu de nombreux débats. Alors on ne dit pas, et les policiers ne disent absolument pas que la justice est laxiste. Il y a certains magistrats. Attendez, quand on arrête quelqu'un. Il n'y a jamais eu autant de C'est juste que le fonctionnement entre les deux, c'est-à-dire le passage entre le moment où la personne est avec la police et ensuite elle passe devant la justice, peut être trop lent, peut être trop compliqué. C'est ça la difficulté aujourd'hui pour les policiers. Yanis Maillon, une réaction des réseaux sociaux, c'est Liverba qui vous demande est-ce que la police représente l'ordre auprès des jeunes, donc auprès de vous, auprès du citoyen d'ailleurs d'une manière générale. Est-ce que la police est associée à l'ordre ? Tout à fait, elle représente l'ordre, mais au même titre que l'ensemble des forces de l'ordre. Je pense. Vous savez, je vous pose cette question parce qu'il y a 2 semaines, on a eu ce même débat ici, Parole de jeunes, et certains représentants d'autres partis nous ont plutôt mis en avant aussi les bavures policières. Ils nous ont dit tout n'est pas noir et blanc, il y avait une situation grise. Est-ce que ça vous choque cela ? Tout n'est pas noir ou blanc, mais en l'occurrence, je ne pense pas que ça soit le débat, et je pense qu'il ne faut pas mélanger les débats. Aujourd'hui, on est en train de parler de la police, des forces de l'ordre qui se mobilisent, mais moi je ne pense pas qu'aux forces de l'ordre qui se mobilisent, je pense également aux sapeurs-pompiers, au personnel médical, qui ont cruellement besoin de moyens aujourd'hui. Voilà, c'est terrible. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat, et d'ailleurs même un député et les parlementaires socialistes en parlent, de zones de non-droit, on pourrait même dire des zones de non-loi aujourd'hui? Un député socialiste, c'était Malek Bouti, qui avait proposé une offensive anti-racaille. Là-dessus, il est extrêmement... Il est courageux ou il met le feu? Malek Bouti est très courageux de son engagement à SOS Racisme, puis ensuite il dit avec franchise et avec beaucoup de courage, je trouve, qu'il y a effectivement certaines zones où les policiers n'osent plus aller, certaines zones où l'islamisme radical progresse, et c'est une réalité
réalité. Simplement, j'en profite. Zone de non-droit, oui. Et il y a aussi, parce que vous parliez de la crise de l'autorité. Crise d'autorité. Je pense que le cas de Notre-Dame-des-Landes est, même s'il n'est évidemment pas directement lié à la situation des forces de l'ordre, il est insupportable. Pourquoi on a un endroit où un référendum local a été fait, où les décisions de justice ont été prononcées, où les voies de recours ont été épuisées. Et on a, au sein du gouvernement, un Premier ministre qui dit le projet doit être fait, et une ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui dit il faut arrêter les frais ou il faut éventuellement revoter. Que l'autorité, elle doit venir Mais bien sûr, attendez, du sommet de l'État. Je veux dire, à un moment, il ne peut pas y avoir deux lignes comme ça au gouvernement. Et je pense que ce sont des exemples qui affaiblissent l'autorité de l'État et qui, au final, participent de cette crise de l'autorité. Et nous verrons ce qui va en être de ces manifestations. Certaines se poursuivent encore. Autre sujet, je voudrais vraiment avoir votre réaction sur ce thème. C'était hier, la rencontre très attendue non, pas à l'Élysée, c'était au musée du Louvre. C'était le discours de François Hollande en hommage qui célébrait le centenaire de la naissance de François Mitterrand. Et on va écouter à ce sujet l'extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur notre antenne samedi à 22h. Ça s'appelle Le Tournant. Et Le Tournant, ça rappelle évidemment le tournant de la rigueur. Aucune politique, quelque moyen qu'elle préconise, ne dispensera les Français de l'effort nécessaire. C'est un véritable électrochoc que le gouvernement inflige aux Français. Un gouvernement qui fut cigale en 1981 et qui devient fourmi en 1983. Il n'y a pas de politique de rechange. 2 ans. Entre le fol espoir et le désenchantement, entre le rêve et la réalité, il s'est écoulé à peine 2 ans. Comment 2 ans ont-ils suffi pour enterrer l'espoir de changer la vie? Pourquoi est-on passé des promesses au sacrifice? Qui sont les responsables? Avait-il le choix? 81-83, 2 ans de bataille sourde entre socialistes, 2 ans d'hésitation, de revirement et de lutte d'influence sous les ordres de la République. Voilà, pour le documentaire, ce sera samedi à 22h sur notre antenne. Et hier, c'était l'occasion pour la gauche de saluer la mémoire, l'action de François Mitterrand, de convoquer aussi les forces de l'esprit. Si vous deviez citer ce qui caractérise, selon vous, le plus François Mitterrand, qu'est-ce qu'il incarne pour des jeunes comme vous, Benjamin Liamel? Je pense que pour notre génération, c'est l'Europe. Ça a été celui qui a fait avancer la construction européenne. Je sais que ça ne va pas plaire à mon camarade de droite, mais honnêtement, c'est celui qui... Et d'ailleurs, le tournant de la rigueur est un bon exemple. Pourquoi François Mitterrand fait le tournant de la rigueur? Certes, parce que la politique économique de 81 ne marche pas, mais aussi parce que, contrairement à ce que certains de ses conseillers lui demandent, il ne veut pas quitter le système monétaire européen. Donc je pense que l'Europe a été son grand combat. Et on a encore en mémoire ces mots dans ses vœux de 94 où il dit ne distinguez jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe. Et je pense que c'est très vrai et je pense qu'il faut beaucoup s'en souvenir aujourd'hui. Et que ces mots prennent tout leur sens aujourd'hui. Absolument. Gaëtan Dussaucé, autre vision probablement. Ah oui, non, mais pour le coup, c'est parfait, parce que c'est l'illustration parfaite, justement, de ce que donne un gouvernement dit de gauche lorsqu'il arrive et accède aux responsabilités dans notre pays. C'est-à-dire que, pour ne pas se mettre en contradiction avec certaines croyances, certaines religions, comme celle de l'Union européenne, eh bien, ils sont prêts à tout, même à se renier eux-mêmes, à renier leur idéologie politique pour, finalement, ne pas se mettre à dos leurs petits copains Une question, est-ce que la montée en puissance des gaullistes au sein du Front National continue de provoquer autant de remous chez vous idéologiques et des fortes secousses? Je ne vais pas citer Florian Philippot qui chaque année va se rendre sur la tombe à colomber les deux églises, mais il y a vraiment une fracture. J'aurais eu Florian Philippot, il ne m'aurait pas dit la même chose ce soir. Alors je vous rassure, je suis en bureau politique, il n'y a pas de débat sur le général de Gaulle en bureau politique du Front National. Parler des figures historiques. J'imagine qu'il y a autre chose qui vous... de fond beaucoup plus intéressant que de refaire l'histoire ou quoi que ce soit. Non, très est-ce que c'est une figure historique et politique qui vous inspire? Le général de Gaulle, par la vision qu'il avait de la France, une vision grande, une France grande, libre, indépendante justement, qui n'appartient pas à l'OTAN par exemple, qui elle-même arrive à se prononcer dans le concert des nations. La vision du monde qu'il avait aussi est en effet une vision assez intéressante, mais je ne le mettrai pas forcément dans le top 3.
J'apprécie pas forcément la récupération parfois qu'on peut faire du général de Gaulle par le Front National. C'est quand même pas vraiment. Je pense qu'il se retournerait un peu dans sa tombe. Ouais, comme quand Sarkozy réintègre le commandement intégré de l'OTAN, tout à fait. C'est un autre débat. Là, on parle des propos que tu viens d'avoir. Pour en revenir à François Mitterrand, parce que je pense que c'était le sujet. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur lui. La première, c'est qu'évidemment, on pense tout de suite au président charismatique qui avait une certaine aura, un certain charisme, mais il ne faut pas oublier le bilan de ce président. Il y a un bilan économique qui est quand même pas forcément très positif. Je pense surtout à cette phrase qu'il avait prononcée sur on a tout fait sur le sommet, on a tout essayé, énormément de chômage en plus, la dette qui s'est creusée énormément, je crois que c'était plus de 30% en 5 ans. Donc le bilan. Personnage charismatique, mais et un bilan et la aussi lumière politique pas toujours positif avec bon nombre d'affaires. Voilà. Écoutez, moi je vais vous le faire, le bilan. Mitterrand... Ah non, pas tout le bilan de... Vous reviendrez je vais être plus court alors, mais Mitterrand, c'est avant tout un homme d'État, un grand homme politique. Lui, ce qui le caractérise, c'était avant tout qu'il était dans ces 2 septennats, c'était une période de paix. C'est l'abolition de la peine de mort, c'est les 39 heures, c'est la 5e semaine de congé payé, c'est le remboursement de l'IVG, c'est le premier président de la République de gauche. Mais c'est également la confrontation des idéaux de la gauche avec la réalité, et notamment avec la mondialisation et cette idée d'Europe. Mais parce que nous, les JRG, on est une organisation qui a un sens critique, et puis parce que c'était pas un radical, c'était un socialiste, mais pas seulement. Donc vous voyez aussi tout ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai d'autres personnalités, hein, mais vous aurez l'occasion de m'interroger peut-être là-dessus. Et puis vous, de faire la critique de son bilan. Sur le regard critique que je pourrais faire là-dessus, c'est sur la place de la France, et il faut lever un mystère aujourd'hui, sur la place de la France dans sa responsabilité dans le génocide. Attendez, je retiens ce que vous avez dit sur l'abolition de la peine de mort, et Benjamin Duhamel depuis tout à l'heure. Duhamel, c'est pas un secret, on peut le dire, votre oncle c'est Alain Duhamel, qui a très bien connu François Mitterrand, et on peut dire que c'est à l'occasion d'une émission de télévision, Carte sur table, où il lui a posé directement la question. Absolument. Et François Mitterrand, c'est vrai, poussé par Robert Badinter et d'autres, a eu le courage de dire « Eh bien, je suis contre ». Et à partir de là, tout s'est enclenché. Donc peut-être qu'on pourrait retenir cela, et que peut-être vous, pour votre histoire, ça vous a marqué personnellement. Oui, avec d'ailleurs une anecdote assez amusante, c'est que, donc, en l'occurrence, effectivement, cette question lui est posée. Êtes-vous favorable ou non, à titre personnel, êtes-vous favorable ou non à l'abolition de la peine de mort? François Mitterrand répond oui, je suis favorable. Et en sortant de l'émission, ça m'a été raconté que tous les conseillers se sont jetés sur effectivement Alain Duhamel en lui disant mais comment ça, mais cette question, mais ça va le faire perdre et tout. Et à ce moment-là, François Mitterrand est arrivé en disant bon, merci de l'avoir posé. Évidemment, à ce moment-là, tous les conseillers ont tout de suite changé d'avis, et effectivement ça a probablement été un des tournants de la campagne, parce que en disant cela et en prenant cette position, François Mitterrand a montré qu'il avait l'envergure d'un homme d'État. Voilà, en tout cas je vous remercie pour ce débat et cette analyse. C'était un plaisir de dialoguer et d'avoir vos idées, vos convictions dans Parole de Jeunes. Je vous dis à très bientôt pour un autre débat de ce genre. La suite de votre émission à présent, dans quelques instants, eh bien, nous allons revenir sur un duel à distance ce soir, des meetings croisés sur les terres du Sud. C'était tout à l'heure, Nicolas Sarkozy à Marseille, Alain Juppé à Toulon. L'occasion d'analyser les stratégies des deux candidats, la primaire de la droite et du centre. C'est le thème du match des idées qui opposera l'éditorialiste à Challenge, Bruno Roger-Petit, et Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Restez avec nous, c'est juste après la pause. Nous sommes le Légion, nous sommes les pigeons. C'est bien que l'économie soit au cœur du débat des primaires des Républicains, parce que si on parle que de Burkini ou de la jungle de Calais, on ne va pas faire avancer le pays. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Moi, je m'adapte. Moi, je suis comme ça. Je change toujours au mieux. Quand je trouve mieux, je laisse mon ancien travail. On m'aurait dit, voilà, tu vas créer ta boîte de gastronomie, tu vas devenir chef. J'aurais dit non, mais c'est des illusions. Tous présidents, demain à 19h sur Public Sénat. 81-83, 2 ans de bataille sourde entre socialistes. 2 ans, le temps d'un tournant, celui de la rigueur. C'était très difficile d'arriver au pouvoir après tant d'années d'opposition sans prendre des mesures permettant la confiance de la population. Si on avait commencé en disant bon bah écoutez voilà la gauche arrive, ça fait des décennies qu'elle est dans l'opposition, mais il n'y a rien pour les ouvriers, il n'y a rien pour les personnes âgées, il n'y a rien pour tous ceux qui sont. On nous aurait dit bah, vous êtes des rigolos.
Le tournant, quand la gauche a cessé de rêver, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, en direct bien sûr pour aller plus loin sur un duel à distance sur les terres du Sud. C'était tout à l'heure Nicolas Sarkozy en meeting à Marseille et Alain Juppé à Toulon. Un duel à distance alors que les sondages s'envolent encore et toujours pour le maire de Bordeaux. On va analyser les stratégies des deux candidats. La primaire de la droite et du centre, c'est le thème du match des idées avec nos invités ce soir. Bruno Roger-Petit, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste Challenge et nous accompagne Bruno Dive, bonsoir. Bonsoir, Éditorialiste Sud-Ouest et auteur du livre Alain Juppé, l'homme qui revient de loin, aux éditions L'Archipel. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, de notre analyse, retour d'abord sur l'organisation de ces meetings, pas très loin et sur les mêmes terres. Julie Hulin. 11 points d'avance, les jours passent et l'écart se creuse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Deux hommes bien décidés à faire campagne jusqu'au bout sans rien céder à l'autre. Et le duel du jour est un duel au soleil. La région PACA, terre traditionnellement acquise à la droite, où Nicolas Sarkozy compte de très nombreux soutiens. Là-bas, les deux hommes ont pratiqué ce jeudi une sorte de chassé-croisé. Passage obligé, l'actualité du moment. Rencontre avec des policiers ce matin pour Alain Juppé dans le 14e arrondissement, cet après-midi pour Nicolas Sarkozy dans le 4e. Pour se démarquer, l'ancien Premier ministre a choisi en plus de sillonner les quartiers nord sur le thème du social. Qu'à cela ne tienne, Nicolas Sarkozy est lui passé par le boulodrome d'Oria. Un même territoire à conquérir, mais aucun face-à-face bien sûr. Ce soir, à la même heure, Alain Juppé tenait son meeting à Toulon, pendant que Nicolas Sarkozy s'était installé salle Vallier à Marseille. Deux salles, deux ambiances. Le jour de gloire est arrivé. Dans 2 semaines, Nicolas Sarkozy s'arrêtera à Bordeaux. Alain Juppé a déjà prévenu, il ne sera pas présent pour l'accueillir. Alors évidemment, dans la presse, on a parlé d'un duel à distance, d'un mano à mano sur la même terre du Sud. Il est vrai, Bruno Roger-Petit, que pour Alain Juppé, ce sont des déplacements sur des terres qui sont encore le symbole du sarkozysme. Ce n'est pas anodin, même s'il n'y a pas de chasse gardée. Ce sont aussi des terres qui deviennent de plus en plus le symbole du Front National en progression. Quand bien même Marine Le Pen a raté de peu, pas Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen a raté de peu la présidence de la région il y a quelque temps. Ce sont des terres aujourd'hui de droite et d'extrême droite, où le Parti socialiste effectivement a perdu un à un de nombreux bastions. Bon, cela étant, on est dans le registre du symbole, parce que je ne suis pas sûr que ce soir, après les 2 meetings, un bouleversement politique va s'observer. Voilà, en l'état, c'est tout ce que je puis dire par rapport à la question que vous venez de poser. Mais c'est déjà très clair, on va continuer à creuser sur ce duel, sur l'état des sondages et des stratégies. On va juste écouter un extrait, ça va nourrir notre débat de ce qu'a dit Alain Juppé, qui continue, Bruno Dive, de surfer évidemment sur la vague du rassemblement et plus précisément de la mobilisation qui doit venir. On l'écoute. Rassembler d'abord. Pendant toute ma vie politique, je me suis efforcé de rassembler la famille à laquelle j'appartiens, qui est la famille de la droite et du centre. Je vous le dis, aujourd'hui, il faut aussi rassembler. Nous ne gagnerons pas en nous repliant sur nous-mêmes. Il faut rassembler la droite humaniste et le centre. Il faut rassembler aussi les déçus du hollandisme. En 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozysme. Ils ont volé François Hollande. Ils s'en mordent les doigts. S'ils veulent revenir, je leur ouvre les bras. Qu'ils reviennent, bien entendu. Il semble que certains aient peur d'une primaire ouverte. Moi, j'ai pas peur. Donc je vous le redis, plus on votera, plus on a de chances de gagner. Alors allez-y, mobilisez-vous. Bruno Dive, le rassemblement, bon, ça c'est cohérent depuis le début avec sa stratégie, et la mobilisation, c'est-à-dire attention, ce n'est pas gagné, allez voter, ça c'est de plus en plus marqué. Depuis le début, on sait que plus il y aura de votants, moins ce sera bon pour Nicolas Sarkozy, et donc par contre-coup plutôt favorable à Alain Juppé. Et aujourd'hui, enfin depuis même plusieurs mois, les enquêtes les plus sérieuses, notamment celle du Cevipof, le montrent. On est à peu près certain qu'il y aura au minimum
8% du corps électoral, c'est-à-dire à peu près 3 500 000 votants. 7% dans la dernière enquête. Oui, 7 à 8%, mais il y aura plus de 3 millions, il y aura plus de 3 millions de votants, et ça, c'était pas une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, qui a fondé toute sa campagne sur la mobilisation du noyau dur de l'électorat républicain. Et donc, il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir qu'Alain Juppé s'envole, comme vous le disiez dans les sondages, et il s'envole en partie parce qu'il y a aussi des électeurs centristes et sans doute une petite partie d'électeurs de gauche qui voient bien qu'aujourd'hui la gauche n'est pas en mesure d'être au second tour, qui veulent participer à la désignation sans doute du prochain président. On va en parler. Est-ce que l'urgence, vraiment, c'est clair, Bruno Roger-Petit, c'est la mobilisation générale d'ailleurs, y compris évidemment dans le camp sarkozyste, multiplication des meetings à venir, aucune parcelle de territoire urbain ni rural ne sera laissée, dit-on, de côté. Oui, parce que les sondages, bon, moi je les regarde comme les regardaient Jacques Pilan et Gérard Collé. Parce que vous avez souvent des sondages dont effectivement on ne retient que les grandes tendances et les grands chiffres. Et puis derrière, vous avez tout ce qu'on appelle, au-delà du quantitatif, le qualitatif. Moi, ce que j'ai regardé attentivement justement dans le sondage du Cevipof, parce que c'est 17 000 personnes, et sur ces 17 000, effectivement, il y en a 7% qui vous disent on va aller voter. Donc si on se réfère au corps électoral français, 45 millions d'électeurs aujourd'hui, effectivement, on est aux alentours de 3 millions. Sauf que déjà, vous avez une chose assez étonnante. Sur ces 7%, vous avez 5% qui déjà dans la vague précédente, au mois de septembre, on est en octobre, avaient dit on va voter. Puis vous avez 2% de nouveaux qui sont venus. Et puis vous avez 1% qui disent on va pas y aller. Bon, sauf qu'il faut bien, derrière le chiffre, le 1% ou le 2%, c'est 400 000 électeurs qui disaient en septembre on n'y va plus. Et c'est 800 000 à 900 000 qui disaient on n'y va pas en septembre et qui disent aujourd'hui on y va. Donc vous voyez bien déjà la volatilité de l'affaire. La volatilité de l'affaire. Moi, j'ai discuté cet après-midi, hasard de la vie, j'ai toujours 8% de votants, malgré tout. 7%. Oui, 7 ou 8, ou même certains disent 10. Donc, 400 000 entrants. En novembre, il y aura 8%. Non, 400 000 entrants, 400 000 sortants, 800 000 sortants. Enfin, 800 000 entrants, 400 000 sortants, c'est pas la même chose. Parce qu'on ne sait pas, effectivement, les raisons pour lesquelles les uns et les autres sortent et les raisons pour lesquelles les autres arrivent. C'est ça le problème. C'est extrêmement volatile. Alors j'ai croisé aujourd'hui Dominique Régnier, qui est un des auteurs de l'étude, et qui m'a livré un chiffre qui n'est pas dans l'étude. Et c'est assez dommage d'ailleurs. Qui consiste à dire qu'un peu plus de la moitié des électeurs qui disent on va aller voter à la primaire ne connaissent pas la date. Qui consiste à dire que dans des proportions aussi assez fortes, quasiment plus de la moitié aussi, vous avez des électeurs qui ne savent pas où ils vont voter. Vous avez aujourd'hui, ça c'est un chiffre, les Républicains vous disent on a eu 1 million de gens qui sont venus se renseigner sur le site pour connaître les modalités d'organisation du vote. 1 million. Bon, or si on en croit les sondages, effectivement, il y en a 3 millions qui veulent voter. Donc vous voyez bien, parce que Dominique Régnier le dit lui-même avec beaucoup de modestie, on est sur une matière extrêmement mouvante, extrêmement où il n'y a pas de prise réelle. Donc on nous dit qu'Alain Juppé monte, oui peut-être. Mais il se peut aussi qu'il ne monte pas, et inversement pour Nicolas Sarkozy. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même extrêmement prudent quand on prend un chiffre quantitatif comme ça, Juppé creuse l'écart, Sarkozy baisse, alors qu'en réalité, ça n'est pas sûr du tout. Je suis d'accord pour dire qu'il faut être prudent sur les intentions de vote aux primaires. Et on l'a vu pour la primaire socialiste il y a 5 ans, même si les grands, à part la personne n'avait vu arriver Montebourg, par exemple. Il y a eu la percée Montebourg, mais les grandes tendances, malgré tout, on avait annoncé Aubry-Hollande au 2e tour. Là, on peut penser que c'est un peu la même chose, mais moi je le dis, je le redis, le chiffre important pour moi, ce sont quand même, malgré les réserves de Dominique Régnier, c'est la proportion de Français qui sont certains d'aller voter. Malgré tout, on peut quand même penser qu'ils vont être plus de 3 millions. Ils étaient 5 millions à regarder un débat passablement ennuyeux il y a 2 semaines à la télévision. Regarder et agir. C'est différent, mais ça montre un intérêt. Qui n'ait pas encore été consulté le site pour savoir où ils allaient voter, il reste tout de même 1 mois pour le faire. Alors donc moi je pense qu'il y aura du monde. Sur les stratégies, dans les sondages, malgré tout, si on les croit, mais on va être prudent, la courbe est toujours ascendante pour Alain Juppé qui distance tous ses concurrents, notamment Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'ancien président peut encore changer de stratégie et de braquer? Ce n'était pas le cas ce soir. On l'écoute notamment sur la France et l'identité. Ici, c'est la France. Les femmes sont libres. Les jeunes filles vont à l'école et à l'université à visage découvert. Ici, c'est la France. Et dans nos écoles, il n'y a pas l'étape des juifs, des musulmans ou des chrétiens. Un même menu. Parce qu'ici, c'est la France. Ici, c'est la France. Dans nos piscines,
Il n'y a pas des horaires pour les femmes et des horaires pour les hommes. Il y a des horaires pour les men. Ici, c'est la France et il n'y a pas un petit tyran qui vient expliquer à sa femme, à sa fille ou à sa nièce le sexe du docteur qui va examiner sa femme. C'est la France. Nous ne voulons pas changer. C'est l'identité française. C'est le mode de vie français. C'est la culture française. C'est l'égalité de la femme et de l'homme. Jamais je n'accepterai le moindre compromis ou le moindre accommodement raisonnable. Pas besoin de traduire, Bruno Roger-Petit, la France, tu l'aimes ainsi, tu l'acceptes ainsi ou pas? Là, il est à Marseille, hein. C'est-à-dire qu'on est devant un public qui a envie d'entendre ça, parce qu'il faut quand même le conserver dans les rangs les Républicains. Bon, par ailleurs, dans ce qu'il vient de dire, il y a des choses fausses. Je prends par exemple, il n'y a pas une jeune fille qui arrive aujourd'hui à l'université française le visage masqué, parce que c'est juste interdit par la loi. En revanche, il y a de plus en plus de jeunes filles, effectivement, ça arrive, qui portent un foulard sur la tête. Ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà. Bon. Donc, comme d'habitude, il joue sur les amalgames. Je ferme cette parenthèse. Il y a quand même deux Nicolas Sarkozy. Il y a celui qu'on vient de voir en meeting, et puis il y a celui ce matin qui était chez Jean-Jacques Bourdin à RMC, qui était, je le trouve, beaucoup plus central que celui qu'on vient d'écouter là. Qui dit, c'est quand même une grande première, qu'en cas de duel, alors il appelle ça une hypothèse d'école, on est dans le théorique comme il dit, mais quand même, qui dit aujourd'hui que si François Hollande se retrouvait au deuxième tour face à Marine Le Pen ou un candidat socialiste, il faudrait voter pour le candidat socialiste. Voilà. Il ne l'avait jamais dit comme ça ouvertement. Non, il ne l'avait jamais dit aussi clairement. Bon. Donc il y a quand même toujours la drague des électeurs de la droite dure, parce que ça, il en a besoin, c'est le socle sur lequel il construit tout, mais quand même, il y a une petite évolution dans le discours. Une évolution qui... Vers le centre. Vers le centre. Et pourtant, attendez, Bruno Divot, écoutez, parce que ça va être intéressant pour la suite de votre analyse. Il a été très violent à l'encontre de qui? Eh bien, de François Bayrou. Je veux gouverner demain avec des centristes qui sont avec nous matin, midi et soir. Je ne veux pas gouverner avec des centristes qui sont avec nous le lundi pour gagner la mairie de Pau et avec Hollande le mardi. Lorsqu'en 2006, la gauche a déposé une motion de censure contre les gouvernements de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, François Bayrou a voté la censure contre Chirac et contre Villepin. C'était son droit, c'était son choix, qui ne le renie pas aujourd'hui. Et lorsqu'en 2015, l'opposition a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Manuel Valls, contre François Hollande, François Bayrou a persévéré et a refusé de voter la motion de censure déposée par l'opposition. C'était son droit. Il a voté pour Hollande, il nous a fait entrer dans le socialisme, c'est pas lui qui va nous en faire sortir. Bruno Divot, il se centrise, mais il choisit les centristes avec lesquels il pourrait travailler. Oui, alors d'abord, François Bayrou n'est pas député, donc il ne pouvait pas de toute façon voter la censure de l'opposition, mais c'est vrai qu'il avait dit qu'il ne la voterait pas, je pense. Oui. Et par ailleurs, dans les députés qui ont voté la censure de François Bayrou de 2005, dont parlait Nicolas Sarkozy, qui est un fait exact, il y avait des centristes qui aujourd'hui soutiennent Nicolas Sarkozy, comme Maurice Leroy. Donc tout ça est un peu plus compliqué qu'ils ne veulent bien le dire, mais on voit bien la stratégie de Nicolas Sarkozy. C'est d'agiter Bayrou comme un repoussoir vis-à-vis de l'électorat de droite, ce qu'il est auprès d'une certaine partie. Je crois que ça peut marcher auprès de ceux qui sont déjà convaincus, de ceux qui vont voter pour lui. Et je crois que l'effet, ça a au contraire un effet contre-productif pour lui, c'est que ça remobilise une grande partie des troupes centristes. Et ça, j'étais en Aquitaine au début de la semaine, à Bordeaux, je l'ai constaté, il va y avoir du coup un certain nombre de centristes qui vont aller voter encore plus nombreux pour Alain Juppé. Donc c'est un peu comme l'histoire de l'effet d'une stratégie en annule une autre, à force de cliver, à force de trouver des adversaires, de désigner des adversaires en permanence, finalement il finit par mobiliser ses adversaires, et ça je ne crois pas que ce soit très bon. Et il fait la même erreur, on en parlait tout à l'heure, avec Marine Le Pen, sa prise de position, bon, qu'on ne peut qu'approuver, mais sa prise de position, malgré tout, elle risque d'éloigner de lui un certain nombre d'électeurs du Front National qui auraient pu voter pour lui à la primaire. Sur cette stratégie, Bruno Roger-Petit, puis on va parler ensuite celle d'Alain Juppé. C'est-à-dire qu'il est quand même sur un créneau de plus en plus compliqué, parce que
Il y a un avant et un après polémique sur l'affaire de nos ancêtres les Gaulois. Bon, c'est à partir de ce moment-là, et quand bien même je suis très réservé sur la mesure actuelle des intentions de vote, on voit bien quand même que c'est à ce moment-là que l'élan qu'il avait commencé à impulser s'est cassé, s'est arrêté. Il n'a pas beaucoup perdu, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu un coup d'arrêt. Pourquoi ? Parce que aux yeux de l'électorat de droite qui a envie de gagner l'élection présidentielle, il est apparu comme celui qui pouvait lui faire perdre. Et puis il y a eu un certain nombre de sondages aussi, alors là pour le coup d'intention de vote sur l'élection présidentielle générale, qui montraient bien, moi j'ai vu des enquêtes d'opinion où il était à 20% avec Emmanuel Macron à 18%. 2 points, donc c'est pas grand-chose. Donc il y a eu une prise de conscience, visiblement, ça je l'observe aussi. Moi j'étais pas en Aquitaine la semaine dernière, mais j'étais en Normandie, vieille terre UDF, chez Jean-Luc Canuet et les autres. Ouais. Et je suis frappé aussi de voir d'anciens élus UDF, qui sont aujourd'hui les Républicains, notables de province, Très Lions Club et compagnie, où on vous dit « Non, mais nous on va aller voter à la primaire ». Alors vous leur dites pour qui ? On ne sait pas encore, parce qu'en Normandie, il y a un petit tropisme Bruno Le Maire, donc ça compte un peu sur le local. Mais clairement derrière, c'est on veut faire barrage à Sarkozy parce qu'on n'est pas sûr de gagner avec lui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui structure cette élection. Les remontées de terrain, parce que si on s'éloigne des sondages, Bruno Dubois, Alain Juppé, il a répondu ce soir à l'invitation d'Hubert Falco, sénateur maire de Toulon et vice-président, c'est pas rien, de la Fédération Les Républicains du Var. Son ralliement au maire de Bordeaux, il n'est pas anodin. C'est un homme qui connaît bien le terrain, ce qui l'a conduit donc à choisir Alain Juppé. Ce ralliement d'un élu de terrain sur cette terre-là, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire ? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme remontée, lui, des citoyens, des élus D'abord, c'est un ralliement très important pour Alain Juppé parce que c'est dans les terres de cette région de Provence qui semblait totalement acquise à Nicolas Sarkozy. Et c'est le maire, l'un des 3 principaux maires de la région, qui finalement rallie Alain Juppé. Au niveau régional, c'est presque un séisme, un petit séisme politique. Donc d'où la volonté aujourd'hui qu'a eu Nicolas Sarkozy, parce que c'était Alain Juppé qui devait aller d'abord en Provence, et puis Nicolas Sarkozy est venu le marquer à la culotte, si je puis dire. Ce que ça montre comme remontée de terrain, ça permet aussi à Alain Juppé de tenir un peu sa droite, comme le ralliement sur un autre thème d'Hervé Mariton. C'est-à-dire que lui aussi, enfin surtout lui d'ailleurs, tient un peu les 2 bouts de la chaîne. Il a les centristes, mais il a aussi quelques élus de droite qui connaissent aussi ces problèmes, ces questions d'insécurité ou d'identité qu'on connaît particulièrement, qui sont particulièrement prégnantes dans le Midi, beaucoup plus qu'à Bordeaux, en effet. Bruno Roger-Petit Non, je n'ai rien à ajouter. Mais alors, quel est le risque pour Alain Juppé maintenant, pour les 2 prochains débats ? Il en reste 2. Est-ce que ceux qui ont pris du retard vont essayer de l'attaquer, de le pilonner ? Est-ce qu'il peut y avoir une campagne sous forme de boule puante ? On a parlé d'une phrase attribuée, dit-on, à Alain Juppé, qui daterait de 2010, je vous la cite, « Je n'aime pas les flics et je déteste les juges ». Il a formellement démenti. Oui, et en même temps, je vais vous dire, peu importe. C'est pas le sujet. Parce que ce qui est intéressant, c'est... Il y a certains propos pour d'autres qui ont laissé des traces. Non, mais justement, c'est là où je veux en venir. François Hollande, président de la République, reçoit des journalistes, tient des propos de cet ordre-là, grosso modo. Hein. Bon, tout le monde lui tombe dessus. Les éditorialistes, la classe politique, bon. Son camp, surtout. Son camp, enfin, bon, c'est un massacre général. Alain Juppé se retrouve à peu près dans la même configuration, parce que ce ne sont pas des propos qu'il tient en fonction comme François Hollande. Mais quand même, sur les policiers et les magistrats, c'est dur. Simplement, moi, ce que j'observe... Sauf que ce n'est pas enregistré. Donc, oui, ce n'est pas enregistré, mais admettons qu'il les ait tenus. Admettons qu'il les ait tenus, faisons confiance à notre consoeur. Bon. Ce que je constate quand même, c'est que ça ne déchaîne pas des passions. Vous avez quelques militants sarkozystes sur les réseaux sociaux, quelques journaux qui ont essayé de faire monter la mayonnaise, mais ça n'a absolument pas pris. Donc on voit bien quand même qu'il est déjà dans une posture qui est celle du futur président de la République. Pour la phrase de Nicolas Sarkozy qu'on lui a également attribuée sur mon électorat, ce sont des ploucs, même chose, il dément formellement et... Il y a eu aussi une sorte de bienveillance. Tout le monde ne l'a pas attaqué sur cette phrase-là. Sarkozy, le système est habitué à ce genre de choses. Oui, puis ça a été déformé aussi. Voilà, et puis bon, visiblement, c'était pas ça. Oui. Là, sur Juppé, ce que je trouve intéressant, c'est que la gauche ne peut pas taper dessus parce qu'on va lui remettre François Hollande dans la figure. À droite, c'est compliqué de lui taper dessus. Donc je vous dis, à part quelques agités sur les réseaux sociaux et quelques journaux qui ont essayé de dire « Ah oui, mais la phrase était déjà sortie en 2011, il ne l'avait pas démenti », ça flotte total.
C'est le cas, il y a une forme de bienveillance de notre part parce que c'est déjà aucun doute, le président en devenir. On le voit bien, ça se sentait même en écoutant son discours, il est porté et il y a une certaine indulgence et bienveillance à son égard. Oui, ça, comme il y a pu y avoir envers François Hollande il y a 5 ans. D'accord. Mais cela dit, il ne fait pas de boulette non plus. Alors on ressort ce propos qu'il aurait dit... bon, il n'était pas en effet en fonction, c'est pas enregistré, il n'était pas président, ça n'a pas du tout le même poids, le même impact. C'est normal que ça n'ait pas le même impact. Il faut être prudent. Bruno Regé-Petit, j'ai ressorti et je lis avec assiduité et intérêt vos différents articles et papiers que vous publiez, beaucoup d'ailleurs, vous produisez beaucoup. Un par jour. Ouais, un par jour. Et vous aviez dit, mon patron, vous aviez dit que Nicolas Sarkozy, selon vous, il y a quelque temps déjà, pouvait aller gagner cette primaire. Vous sembliez convaincu. C'était au moment où il rentrait dans la campagne. On parlait de ce blast, de cet effet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites vraiment, attention, il ne faut pas qu'Alain Juppé enjambe cette primaire, on croit déjà que c'est en pointillé. Il y a ce risque-là, vraiment. Vous faites référence à ce que j'écrivais avant l'affaire des Gaulois. Oui, parce qu'effectivement, bien avant. Effectivement. Vous pensez qu'il y aura vraiment un avant et un après ? Mais moi, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu un avant et un après, mais bon, encore une fois, quoi qu'on puisse penser des sondages avec toutes les pincettes nécessaires, il est évident qu'il s'est cassé quelque chose à ce moment-là. Mais le momentum, la façon de communiquer, le professionnalisme de la campagne, jusqu'à cet incident, c'était assez remarquable. Simplement, voilà, c'est lui qui a cassé son jouet. C'est pas Alain Juppé qui lui a cassé. Alain Juppé, il n'a pas bougé. Il a fait la même chose de bout en bout. Et il profite, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce qui se passera s'il est désigné candidat les Républicains au soir du 27 novembre, c'est que deviendra Alain Juppé quand il ne sera plus structuré par l'antisarkozysme. Oui. Ça, c'est une vraie question. Mais alors, Nicolas Sarkozy, vous avez des proches d'Alain Juppé. Non, il a répondu, Nicolas Sarkozy, je crois que dans une interview à Paris Match, il a dit, entre guillemets, ils vont le déchiqueter en parlant des journalistes quand je ne serai plus là. Alors, il peut y avoir de ça, bon, c'est ce qu'il dit comme ça, mais chez Juppé, quand vous dites ça, on vous répond, oui, mais il y aura François Hollande. Sauf que François Hollande, c'est quand même pas un épouvantail aujourd'hui. Oui. Non, ils ne vont pas le déchiqueter, d'abord parce qu'il sera face à Marine Le Pen, c'est le second tour le plus probable, donc je ne crois pas que les journalistes attaquent outre mesure Alain Juppé. Il faut se souvenir de 2002, Chirac a été encensé à ce moment-là. Oui. Mais moi, par contre, je peux me targuer de jamais avoir prédit la victoire de Nicolas Sarkozy à la primaire, parce que je n'y ai jamais cru. Et j'ai toujours pensé qu'Alain Juppé allait remporter. D'abord, je n'avais pas de mérite, puisque les sondages, même s'ils sont à prendre avec précaution, l'annoncent depuis quand même 2 ans. Et pour être tout à fait franc, je ne me serais pas lancé dans l'écriture de ce livre si j'avais cru que Alain Juppé n'avait aucune chance. L'homme qui revient de loin, est-ce que ce sera son momentum, son moment? Nous verrons tout cela. Merci en tous les cas, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de votre émission, dans quelques instants, c'est le grand entretien. Et mon invité revient d'Irak, Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué de l'ONG Acted, également, qui a été responsable politique, messieurs, qui a été en charge des sondages auprès de Jacques Chirac. On lui en parlera. À suivre. Et d'Alain Juppé. Et du Stade Rennais. Voilà, pour l'amateur de foot. C'est à suivre après le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Dernière ligne droite dans la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Ce soir, les 2 candidats Michel Rivasi et Yannick Jadot ont confronté leurs arguments pour le débat de l'entre-deux tours. Aujourd'hui, l'écologie politique ne m'apparaît pas en capacité de gagner l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas construire les victoires aux législatives, aux municipales, à l'élection présidentielle suivante. On ne peut pas aller à une élection en disant « je ne serai pas élu ». Moi, j'ai l'optimisme de la volonté. Chaque fois que j'ai fait une élection, et peut-être Yannick, il a toujours été élu sur des listes. Moi, franchement, quand j'ai été élu, que ce soit sur la ville de Valence ou au conseil départemental de la Drôme, au début, on me disait « mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, le canton, c'est à 75% UMP à l'époque ». Eh bien, j'ai gagné. En France... Les pelleteuses sont entrées en action à Calais. La destruction de la jungle va se poursuivre toute la semaine. 1500 mineurs ont été hébergés dans les containers du centre d'accueil provisoire. Une partie d'entre eux devait aujourd'hui quitter les lieux vers des centres de prise en charge spécifiques. Nous poursuivons les discussions avec les Britanniques. J'ai encore eu un contact avec mon homologue britannique tout à l'heure. J'en aurai un autre ce soir avec les préfets, de manière à créer les conditions d'une mise en protection rapide de ces mineurs et de l'accès à la Grande-Bretagne de ceux qui ont des liens familiaux avec la Grande-Bretagne.
Mais ce matin, plusieurs dizaines de migrants se disant mineurs se sont présentés devant le hangar et ont trouvé porte close. Le hangar où se sont déroulées les opérations d'évacuation vers les centres d'accueil est désormais fermé. Grève. Le conflit à iTélé dépasse largement le cas de cette seule chaîne de télévision. Il s'agit de questions d'éthique, d'indépendance et de liberté. Ce conflit révèle aussi une forme de dérive dans la conception de ce que doit être une chaîne d'information. Ce n'est pas au gouvernement de dire si tel animateur a sa place dans une chaîne d'information, mais c'est en revanche au CSA de dire si iTélé respecte les termes de la convention qui fixe le format de la chaîne et en contrepartie desquels une fréquence hertzienne a été attribuée. Le CSA a été officiellement saisi et il a commencé l'instruction du dossier. Territoire. L'État va mettre plus de moyens pour les quartiers dits prioritaires. François Hollande l'a annoncé aujourd'hui au Forum des conseils citoyens à Paris. Le budget de l'Agence de rénovation urbaine va passer de 5 à 6 milliards d'euros pour la période 2017-2024. On a mis 5 milliards pour l'Agence de rénovation urbaine. Et aujourd'hui, on va rajouter encore 1 milliard de plus. Pourquoi faire? Pas simplement pour améliorer le bâti, mais pour qu'il y ait davantage pour les écoles, davantage pour les équipements culturels, davantage pour les lieux sportifs, davantage pour les lieux de médiation, davantage pour tout ce qui fait la vie dans les quartiers. Chômage. Il y a 2 jours, lorsque les chiffres de septembre ont été publiés, le gouvernement a claironné que cette catégorie A avait vu le nombre d'inscrits baisser de 66 000. Si nous prenons un peu de distance dans le temps, de septembre 2015 à septembre 2016, le nombre d'inscrits en catégorie A, B et C progresse encore de 1%. Le nombre d'inscrits en catégorie D, notamment les formations, progresse de 16%. En catégorie E, les contrats aidés, le chiffre progresse de 6%. Vous voyez là, mes chers collègues, que c'est dessine une réalité qui n'est pas tout à fait celle que le gouvernement est en train de nous dépeindre. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'il puisse y avoir, effectivement, soit une publication mensuelle des chiffres du BIT, soit prendre l'habitude d'avoir une vraie lecture économique et sociale de ces chiffres, c'est-à-dire de les regarder en tendance et de les regarder de façon trimestrielle. C'est cela la réalité, c'est ce qui permettra de mesurer ou pas les effets d'une politique. Et en tout cas, s'agissant cette fois-ci non plus de la forme mais du fond, je me félicite, et vous-même je le crois, de l'amélioration des chiffres de la lutte contre le chômage dans notre pays. C'est une bonne nouvelle et je pense que chacun aura à l'esprit de s'en réjouir. Voilà, et c'est l'heure à présent de la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens. D'abord, Ouest France et cette une au sommet de l'État. La situation se tend, désaccords, faux pas et règlements de compte hâtent la chute de la gauche au pouvoir. Même le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, prend ses distances avec François Hollande. Tenir 6 mois dans un tel climat semble relever du miracle, selon Ouest France. La Croix aux portes de Mossoul. Les troupes irakiennes et kurdes ont progressé depuis 10 jours jusqu'au fief de Daesh transformé en forteresse. Le Figaro également sur Mossoul, les rescapés de la ville qui racontent l'enfer de Daesh. On va en parler justement avec notre invité pour le grand entretien. Et mon invité ce soir a déjà eu 1000 vies, ou presque. Il a été député RPR, conseiller de Jacques Chirac, secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin. Il a aussi été président du Stade Rennais, on parlera de football. Et aujourd'hui, eh bien, il troque ses costumes pour un gilet de baroudeur et d'humanitaire surtout. Il est le directeur général délégué de l'ONG Acted. Bonsoir et bienvenue Frédéric de Saint-Sernin. Alors on va décliner ces différentes étapes de votre vie, de votre parcours. Mais d'abord, l'urgence, bien sûr, c'est de parler du terrain, d'où vous revenez en tant qu'humanitaire, en tant que responsable de cette ONG importante. Vous étiez pas loin de Mossoul. Vous allez nous raconter qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui vous a le plus frappé d'abord? J'étais à Erbil, là où sont les bureaux d'Acted, c'est-à-dire à 60 km à l'est de Mossoul. C'est la capitale du Kurdistan irakien. La partie militaire se déroule entre Daesh d'un côté, les Kurdes d'Irak d'un autre côté, avec en allié
les militaires représentant le régime irakien, c'est-à-dire avec des militaires, une armée plutôt chiite. Et c'est dans ce cadre-là qu'opèrent les organisations humanitaires, qui sont plutôt basées, c'est vrai, à Erbil, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la ligne de front, sachant évidemment que la ligne de front est assez mobile en ce moment. Et nous nous organisons pour, le moment venu, prêter assistance à tous ces déplacés qui vont, à un moment ou un autre, quitter Mossoul. Alors on ne sait pas quand exactement, certains ont déjà commencé à partir. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que le gouvernement irakien a demandé à la population de rester à Mossoul, en expliquant... Avec des tracts qui ont été jetés pour leur dire de bien rester. Voilà, beaucoup de communication, des tracts, des propos télévisés, en leur disant ce sont les forces de sécurité irakiennes qui, le moment venu, vont vous protéger. Donc on ne sait pas quel sera l'effet de cette campagne. Et puis il y a une autre réalité, c'est que Daesh ne va pas laisser certainement, très simplement, très facilement sortir ces gens qui pourraient, le moment venu, servir de bouclier humain. Donc c'est dans ce cadre-là, avec ces incertitudes, que les organisations humanitaires se préparent à accueillir ces dizaines de milliers de déplacés. Arrivez-vous à travailler, parce que vous avez là décrit un terrain avec énormément d'inconnus, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique, personne ne sait aussi combien elle va durer, cela rend les opérations aléatoires, et puis ce sont parfois peut-être des combats urbains à l'intérieur des villes. Comment vous allez pouvoir prendre en charge ces déplacés quand il va y en avoir des dizaines de milliers, probablement, peut-être? On part sur une base de 50 000 dans un premier temps. Pour l'instant, il y a 7 camps qui sont répartis autour de Mossoul, qui sont prêts à accueillir ces 50 000 déplacés potentiels. On en est encore loin. Ensuite, il y a 150 000 autres personnes qui pourront être accueillies avec 10 autres camps. Donc on considère qu'avec 17 camps, on pourra accueillir 200, 240 000 déplacés. Si par malheur, il y en a beaucoup d'autres, il faudra le moment venu que la communauté internationale se mobilise, en particulier financièrement, pour aider les organisations humanitaires à faire face. Mais il n'y a pas simplement que ce cadre bien établi des camps. Il ne faut pas penser que les gens qui vont partir vont se diriger très directement, très simplement. Justement. Ils vont partir comme ils peuvent, dans des conditions certainement épouvantables. Les terrains sont minés, il faudra, pour parcourir ces dizaines de kilomètres, certainement beaucoup de temps. Il y a des familles, on considère que plus d'une personne sur deux qui va se déplacer sera un enfant, donc en famille ou isolé. C'est toutes ces prises en compte des incertitudes pour lesquels nous nous préparons. Donc nous avons des équipes mobiles qui vont surveiller la manière dont vont pouvoir évoluer ces déplacés afin de pouvoir leur porter secours dans les moins mauvaises conditions possibles. C'est pour ça qu'Acted a d'ores et déjà essayé d'identifier des établissements publics dans les villages qui sont autour des lignes de front pour savoir que dans cette école ou dans ce gymnase, on pourra peut-être poser des matelas, on pourra occuper les douches, on pourra occuper les toilettes. Il ne faut pas oublier aussi que l'hiver approche. Bien sûr. Les nuits, je peux vous le dire, commencent à rafraîchir. Donc l'important surtout, c'est qu'en dehors de la préparation, et c'est vrai que la coordination humanitaire des Nations Unies a beaucoup travaillé depuis des semaines et des mois, il faudra être suffisamment souple et suffisamment mobile parce qu'il faudra répondre à des situations qu'aujourd'hui on peut imaginer mais qu'on ne peut pas vraiment anticiper. C'est important de souligner ce soir le travail que vous effectuez, qu'effectue cette grande ONG sur place. Une question pratique, Frédéric de Saint-Cernin, bien sûr, il y a les familles, les grandes souffrances, les déplacés, mais comment distinguer aujourd'hui des habitants, j'allais dire des potentiels djihadistes? C'est pour certains la même population. Est-ce que vous avez cette crainte qu'il y ait des infiltrés, j'allais dire, dans les camps, et puis ils vont partir comme les autres? Alors, il va y avoir le travail des forces de sécurité, et irakiennes et kurdes, qui sont mobilisées pour le moment venu contrôler l'ensemble de ces déplacés. Donc il y aura deux sortes de contrôles. Des contrôles au corps, pour savoir si ces gens-là ne sont pas armés, et ensuite des contrôles d'identité, avec évidemment tous les risques que comportent des listings qui circuleraient. Le monde et l'histoire du monde est faite de listes où on dénonce des gens qui ne mériteraient pas d'être dénoncés. Donc il y a d'abord cette double réalité du contrôle, et ensuite c'est dans un troisième temps que les déplacés arriveront à ce moment-là dans les camps qui sont d'ores et déjà organisés ou qui sont en train d'être organisés. Et là, nous allons pouvoir leur apporter assistance. C'est d'abord de la nourriture, c'est de l'eau,
c'est aussi des couvertures, c'est tout ce dont on a besoin pour survivre d'abord dans les sur un terrain de guerre, où la guerre se déroule. Quand je vous ai posé la question au début de cet entretien, vous avez tout de suite parlé, et c'est tout à fait normal, c'est votre rôle d'humanitaire, des victimes, des déplacés, mais vous-même, quand vous y étiez, est-ce que ce climat de guerre, il se ressent? C'est une guerre asymétrique, avec les risques d'embuscades, d'attentats permanents? On ne le sent pas vraiment quand on est à Erbil, et puis l'humanitaire que je découvre, je suis depuis moins de 2 ans dans cette incroyable organisation, l'humanitaire est concentré vers son travail, tout tendu vers son objectif qui est de porter secours aux plus vulnérables. À partir de ce moment-là, on ne se pose pas vraiment la question du danger. Et je vous parle de jeunes qui ont 25 ou 30 ans, qui font partie d'Acted, et j'imagine que c'est à peu près la même chose dans les autres ONG. Donc il y a ce qui anime ces jeunes, un altruisme, une générosité qui force l'admiration, et qui force l'admiration de quelqu'un comme moi qui les découvre. Et c'est avec ces gens-là que vous avez envie de travailler. Ça, je vous parle de ce qu'on appelle les staffs internationaux, tous ces jeunes qui travaillent pour Acted. Mais bien évidemment, nous avons nos staffs nationaux, ce sont des Irakiens, ce sont des Kurdes, ce sont quelquefois des gens qui ont quitté Mossoul, qui sont des membres d'Acted, et qui, eux, sont d'autant plus engagés que c'est leur pays, que c'est leur terre, que c'est leur ville. Ça vous fait quelque chose, ça vous fait un ensemble, ça vous crée une dynamique extrêmement généreuse, et on ne se pose pas vraiment la question du danger. Il y a la partie militaire d'un côté, il y a la ligne de front, comme je vous le disais, qui était un petit peu mobile, parce qu'on espère que ça va se rapprocher de Mossoul, vous voyez. Et puis il y a le travail des organisations humanitaires qui est tout tendu vers ce besoin que l'on a de porter secours, de porter assistance aux plus vulnérables. Il y a le travail, la guerre, menée par la coalition. Il y a toujours des craintes dans ce genre de guerre, qu'il y ait, il ne faut pas dire des dégâts collatéraux, le mot n'est évidemment pas bienvenu, mais qu'il y ait quelque chose de terrible, comme il s'est passé en Syrie, avec une indignation de grande ampleur après le bombardement d'une école, une vingtaine d'enfants morts. La France accuse le régime syrien ou la Russie, Moscou nie évidemment. Nous ne saurons pas pour le moment la vérité, peut-être qu'il y aura une enquête, mais en tous les cas, est-ce que ce genre de risque est exclu à Mossoul, en Irak? Quand vous avez une guerre de ce type, comme vous le disiez, asymétrique, on parle de 5000 djihadistes en face, on parle de 70 000 soldats, donc ce n'est pas du tout le même type de confrontation. Il n'est jamais exclu qu'il y ait des bombardements, qu'il y ait des victimes civiles, d'autant qu'on imagine qu'à un moment ou à un autre, les soldats irakiens et kurdes vont rentrer dans Mossoul, dans les faubourgs de Mossoul, dans les quartiers de Mossoul, dans les maisons de Mossoul, pour déloger l'ennemi. À partir de ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais l'exemple syrien est un petit peu différent. Bien parce sûr, que ça n'a rien à voir. Voilà, l'aspect politique et militaire est extrêmement complexe. Je crois que du côté de l'Irak, et en particulier sur ce dont on parle, c'est-à-dire la bataille de Mossoul, les choses, elles sont claires. D'un côté, vous avez les représentants de l'État islamique, et puis d'un autre côté, vous avez cette grande coalition internationale avec quelques dizaines de milliers de soldats. Donc je pense que ce n'est pas le même type de confrontation, et même si le risque existe par principe, je crois on va réduire ce type de risque. Il n'empêche que, et vous avez raison de le dire, le terrain est dangereux, la puissance des djihadistes de l'État islamique est réelle. Ils l'ont prouvé récemment. Ils ont attaqué dans le sud-est de Mossoul, à 160 ou 180 km de Mossoul, dans une ville où, a priori, il n'y avait pas tellement de bases. Ils ont tué près d'une cinquantaine de forces de sécurité. Donc ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont encore en capacité de nuire au-delà de la fameuse ligne de front. C'est donc pour ça qu'il y a toujours évidemment besoin d'être extrêmement prudent dans cet aspect sécurité, et toutes les organisations humanitaires, que ce soit en Irak mais plus largement ailleurs depuis quelques années, et en particulier en Irak depuis quelques mois, prennent des mesures de sécurité qui sont extrêmement fortes. C'est important de le dire parce que ça ne correspond pas, comme vous l'avez compris, à l'état d'esprit de l'humanitaire qui est dans la générosité complète. Simplement, aujourd'hui, il faut prendre des mesures de sécurité qui sont très fortes et que l'on est obligé de prendre, parfois aux dépens de notre action. Frédéric de Saint-Sernin, on va parler politique dans quelques instants, mais j'ai rappelé tout à l'heure en introduction que vous avez conseillé Jacques Chirac, qui avait
quoi qu'en disent ces détracteurs, une vision sur le monde arabe, sur ces terrains-là. Et vous avez aussi une proximité familiale et intellectuelle avec Dominique de Villepin, c'est votre cousin. Ce sont les deux hommes qui, en France, ont incarné le non à la participation de la France à la guerre d'Irak. Avec le recul aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, quelle vision ? On se dit qu'ils avaient raison. Au-delà d'ailleurs des clivages partisans, bien sûr, on se dit qu'ils avaient raison. On se dit que la voix de la France, à ce moment-là, était importante. Ça a été suffisamment reproché, pas simplement aux États-Unis, il faut le rappeler, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie. C'était donc une prise de position extrêmement courageuse. Il aurait été facile de suivre les Américains. C'était donc quelque chose qui a profondément ancré la France dans une voie pacifique, mais aussi dans cette compréhension de ce que sont les peuples, de ce que sont les États. Jacques Chirac est une sorte d'anthropologue, un grand connaisseur de ces terrains en particulier. Il connaissait très très bien l'Irak, il connaissait aussi très très bien la Syrie. Et c'est donc quelqu'un qui a pu apaiser, je pense, dans ce début des années 2000, de par sa position, un monde qui était en situation de confrontation. Et par la suite, on a pu se dire qu'évidemment, il avait été visionnaire, évidemment, c'était la bonne position. Évidemment, la France, critiquée à ce moment-là, a été profondément respectée. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'est dit que c'était la voix de la France qui était la bonne. Et ça fait plaisir quand on s'est intéressé à la politique. Oui. Non, mais je me permets de le rappeler assez longuement. Parce que, depuis le centenaire, on parle quand même de grands hommes d'État. Alors, on oublie Jacques Chirac en célébrant. Je ne pense pas qu'il faille l'oublier. Dans les institutions de la Ve République, le président de la République est en charge de ce qu'on appelle l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la place de la France dans le monde, c'est la voix de la France dans le monde. Donc c'est une politique diplomatique, une politique de défense. Et Jacques Chirac a prouvé, en créant une armée de métiers qui nous permet aujourd'hui de nous déployer sur pas mal de territoires différents, avec sa prise de position sur l'Irak, que cette singularité française méritait d'être reconnue, et ça faisait de fait un homme d'État, un chef que la France n'a plus connu depuis. Et que vous avez servi, vous étiez en charge de l'opinion, une sorte de monsieur sondage. Et justement, quel principal enseignement avez-vous gardé de cela? Il faut toujours faire attention au sondage. Vous avez peut-être écouté notre précédent débat avec Bruno Roger-Petit qui dit attention, rien n'est gagné jusqu'à la dernière seconde de la campagne. Il y a d'abord l'aspect scientifique, et je regarde de loin tout ce qui se dit autour des primaires en ce qui concerne les sondages, parce que c'est difficile de bâtir un échantillon, entre guillemets, représentatif de la population qui va voter. Donc les choses de ce côté-là ne peuvent pas être extrêmement précises sur le plan du chiffre. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les tendances. Parce que les tendances, quand quelqu'un monte ou quand quelqu'un baisse, que ce soit passé de 12 à 14 ou de 10 à 12, c'est la même tendance. Donc les tendances méritent quand même d'être suivies. À mon époque, il n'y avait pas de primaire. On était capable de bâtir des échantillons représentatifs. Et même si Jacques Chirac, homme politique, puis candidat, puis président, n'a jamais eu le nez rivé sur les sondages, je crois qu'il était bon. Ah, vraiment. Oui. Ça, vraiment, Oui. garanti. Moi, je les regardais de près, mais on n'était pas de grands consommateurs de sondages. On travaillait normalement avec les enquêtes d'opinion, d'autant qu'il y a beaucoup de sondages qui sortent. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que pensent les gens afin de mieux comprendre les choses. Et aujourd'hui, la tendance... ça ne veut évidemment pas dire qu'il faille suivre les sondages. Ce n'est pas parce que des sondages vous expliquent qu'à 60% les Français pensent que l'homme politique doit suivre les Français pour être majoritaire. Sûrement pas. C'est important qu'il y ait des convictions. Vous ne l'avez jamais fait ? Écoutez, si je vous cite la première décision très forte de Jacques Chirac, président de la République, alors là, qui a été prise en dépit des sondages, puisqu'il devait y avoir 80% des Français qui étaient contre cette fameuse décision, c'était l'achèvement des essais nucléaires. Il est élu en mai 1995. On décide d'achever les essais nucléaires. Je crois qu'il fallait encore 2 tirs avant de passer à la miniaturisation. Ça a été le mécontentement dans l'opinion, ça a été le mécontentement dans le monde, que ce soit dans la partie pacifique, dans le monde occidental. Mais Jacques Chirac, avec cette conviction, il considérait que l'indépendance de la France passait par là,
Donc, c'était une décision d'une personnalité politique de forte la droite et d'un véritable chef d'État. La tendance, elle porte Alain Juppé. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Je suppose que vous le soutenez, tout votre parcours et votre fidélité à Jacques Chirac pousse vers cela, oui. Mais ma question, est-ce que vous regrettez, par exemple, que votre cousin, Dominique de Villepin, ne soit plus aujourd'hui dans les radars de la primaire? Est-ce qu'il n'aurait pas mérité sa place dans toute cette brochette, la primaire de la droite et du centre? J'ai espéré que Dominique de Villepin... Vous n'êtes pas arrivé à le convaincre, non, alors? J'espérais que Dominique de Villepin soit en situation d'être élu en 2007. En 2007, je pensais que c'était son tour et voilà, il y a ce CPE. Fondamentalement, je n'étais pas convaincu par le CPE, on en avait discuté. Jacques Chirac lui-même n'était pas convaincu non plus du CPE. Voilà, donc l'histoire n'a pas pu permettre à Dominique de Villepin d'être élu en 2007, mais je le souhaitais qu'il soit élu parce que j'étais persuadé que cet homme qui aime profondément la France et profondément les Français nous aurait rendus heureux et optimistes. Ça va peut-être vous paraître un petit peu niais de ma part, mais je le connais bien. Et quand je vois que ce pays qui a tant d'atouts, souvent vit dans la morosité, moi qui voyage beaucoup, dans des endroits difficiles, et que je rentre en France, je me dis, mais on a quand même beaucoup pour être heureux. Et je pense que Dominique nous aurait permis, Dominique de Villepin, pardon, nous aurait permis d'être plus optimiste. Maintenant, quand on est en 2016 et qu'on n'est plus en situation, Dominique a décidé de changer de cap, comme moi aussi j'ai décidé de changer de vie. Ça ne sert à rien Vous avez changé plusieurs fois de refaire le match. La question sur le football, sinon on va m'en vouloir. Allez-y. Parce que je le disais en introduction, vous avez vraiment eu 1000 vies ou presque, président du Stade Rennais. J'ai toujours voulu vous poser cette question. Est-ce que les larmes de la Coupe de France, ça y est, sont loin, balayées? Puis c'est vrai que ça a été un moment douloureux. Non, elles ne sont pas loin. Elles ne sont pas toujours. Loin. Elles ne sont pas loin. Je ne pleure pas, mais elles ne sont pas loin. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur. D'abord parce que le football vous prend aux tripes, vous prend au cœur. Moi, j'ai toujours été un amoureux du football et j'ai eu une chance formidable dans la vie. C'est qu'on me confie la présidence d'un club de football qui n'était pas le meilleur club de football de France, mais qui avait quelque chose de très fort, c'est une identité, une culture. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touché et qui m'a profondément mu dans mon engagement au sein du Stade Rennais. Et en 6 ans, j'ai connu 4 douleurs. Est-ce qu'on peut appeler ça des échecs? J'en sais rien, puisque le Stade Rennais n'a rien gagné depuis 1971, mais à la dernière minute de la fin du championnat, nous échouons pour la 3e place dans le championnat de France de football. Vous allez me refaire le match. On finit 4e. Ça aurait été la meilleure place dans l'histoire du Stade Rennais. Et en 5 ans, nous avons perdu 3 finales de Coupe, une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, 2 finales de Coupe de France. Donc, c'est pas que les larmes ne sont pas loin, c'est que les souvenirs sont profondément douloureux. Évidemment, pour nous-mêmes, les acteurs du football, mais pour la population rennaise, pour les supporters rennais. Le préfet m'avait dit lors de la première finale, demain, si vous gagnez, on attend 80 000 personnes. 80 000 personnes dans les rues de Rennes. Le football, c'est de la politique aussi, avec un grand P souvent, parce qu'il y a l'aspect social, etc. Et peut-être que c'est ça le fil conducteur dans vos différents parcours. Merci Frédéric de Saint-Cernin, merci d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission et ce sont les moments choisis sur Public Sénat à présent. Je prends des engagements qui sont très clairs. Le premier, c'est que quand on participe à une compétition comme la primaire, on soutient le vainqueur, quel que soit le vainqueur. Je soutiendrai Donc vous soutiendrez peut-être Nicolas Sarkozy. Je soutiendrai le vainqueur et je l'aiderai à gagner contre François Hollande, quel que soit ce vainqueur, même si je compte bien être ce vainqueur. Merci. Et en deuxième lieu, je dirais, dans tous les cas de figure, quel que soit le cas de figure, je dirais pour qui je vote au second tour. Et j'espère bien que ce sera pour moi que j'aurai à voter. Cette ancienne gendarmerie, vouée à la destruction, est désormais peuplée d'habitants atypiques. 25 migrants que la mairie de Nintré a choisi d'accueillir cet été. Bonjour. En échange, l'État paye une association pour accompagner tous les jours ces hommes soudanais et afghans dans leur nouveau quotidien. Demande d'asile, droit CMU, cours de français et côté intégration, les habitants de Nintré ont fait preuve d'une certaine bienveillance. Au fur et à mesure, on voyait les habitants qui venaient, qui se présentaient. Et ensuite, eux, du coup, ils sont arrivés plus ou moins pendant le ramadan. Donc à la fin du ramadan, ils ont fait une fête où ils ont invité tous les voisins. Maintenant, quand ils jouent à la pétanque, on a les voisins de derrière qui viennent jouer avec eux. Quand ils sont dehors ici, on a ceux-là qui viennent leur dire bonjour. Ouais, ça a créé des liens, du coup.
Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, lorsque l'on regarde les différents sondages, et on en a quand même une batterie depuis quelque temps, le seul candidat qui aujourd'hui peut permettre de faire retrouver une espérance, c'est effectivement Emmanuel Macron. Pourquoi? Tout simplement parce que... Candidat naturel de la gauche. Je crois, oui, parce qu'il représente le changement, l'innovation, et que dans un parti socialiste qui est quand même un peu avec une certaine platitude, aujourd'hui avec une défiance des Français, il peut redonner effectivement un nouvel élan. And to some extent, I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Au lendemain du Brexit, Jean-Claude Juncker interpellait le Britannique Nigel Farage, leader de la campagne pour la sortie du Royaume-Uni. 4 mois plus tard, les 72 députés britanniques sont toujours bien en place au Parlement. David Coburn est membre du UKIP, un parti populiste qui a fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. En attendant, il entend bien profiter encore un peu des avantages offerts par sa fonction. Les députés ont le droit de passer devant tout le monde. Et ça, c'est très intéressant. Comme nombre de ses collègues pro-Brexit, David Coburn n'a pas beaucoup apprécié les propos de Jean-Claude Juncker. Nous resterons membres de cette institution tant que nous participerons au budget. Et d'ailleurs, nous payons plus d'argent que son pays, le Luxembourg. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? C'est notre argent. S'il n'en veut pas, qu'il nous le rende. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à la fin des manifestations des policiers? Non, j'appelle à rien. Je dis aux policiers, vous pensez être entendus, les syndicats de policiers pensent être entendus, obtenez la garantie effective que les engagements puissent être tenus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le ministre de la Justice dise l'inverse du ministre de l'Intérieur, sinon c'est le meilleur moyen de dire qu'à terme il n'y aura rien. Et si tout le gouvernement prend l'engagement, si le président de la République et le Premier ministre prennent l'engagement que fin novembre il y aura des actes concrets et que ce sera la ligne du gouvernement, alors là on peut arrêter ou ils peuvent arrêter. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Belle fin de soirée en notre compagnie.